le métier chez nous d'enseignant est très rabaissé. Hmm. Donc, du coup, je pense que je l'avais en moi, mais quelle image qu'on renvoyait d'enseignant, je l'ai combattu longtemps. Non, pour une semaine, ça aussi en fonction de la formule, ça aussi entre 500 et 1000 euros. D'accord, C'est un peu plus d'accord. cher. Bon, pour ceux qui calculent, vous pouvez calculer. Ça veut vous dire que on parle de coûts particuliers, mais en fait, quand on parle de business, c'est un business. Et c'est Voilà. un vrai business, en fait. Ouais. Avec différentes formules, différentes. Oui, oui, oui. Et forcément, il faudrait se dire qu'on aussi, que c'est pas seulement pendant cette C'est ça. période-là. Mhm. Tout le long de l'année, il y a des cours un peu. Je travaille un peu contre moi, en fait. Parce que, je vais m'expliquer. Parce que je cherche à apprendre à l'étudiant à savoir apprendre, à être plus tard autonome. De telle en sorte que qu'il n'ait plus besoin d'un professeur particulier. Oui, bien sûr, ça commence par ça. S'il n'y a pas de l'organisation, c'est qu'on va aller on va aller contre le mur. Ça, il faut d'abord qu'il y ait de l'organisation. L'efficacité. Il y a des étudiants qui se posent devant leur cours, ils le lisent pendant 10 heures, mais à la fin, ils ne ressortent avec absolument rien. Donc ici, on apprend aux étudiants à trouver les mots-clés, à faire des schémas, à faire des liens entre les différents cours, à faire des liens entre la théorie et les exercices. Les parents gardent un contact privilégié avec les enfants pendant cette première année-là. Parce que beaucoup de parents font l'erreur que, enfin, il est passé au supérieur, et voilà, donc au secondaire, j'avais gardé un œil sur lui, comme il est au supérieur, bon, ça va, il va se démerder tout seul. Non. La majorité de nos étudiants proviennent très souvent des familles très aisées. Et ceux qui viennent vraiment à reculons, c'est surtout ceux des familles de la diaspora, des familles assez modestes, et voilà. Vraiment, c'est un véritable la mauvaise orientation, c'est un véritable fléau dans le supérieur. C'est un véritable fléau. Il y a certains qui visent trop haut, il y a certains qui visent trop bas. Et du coup, ils ne sont pas récompensés par leur suivi. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas, et voilà. Donc, Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Impact Africa. Pour ceux qui sont nouveaux, ce show a été créé pour simplement pour pouvoir permettre aux Africains de croire en eux plus. Et du coup, dans ce show, on reçoit des personnes qui ont osé croire en eux, qui aujourd'hui sont en train de travailler vers leurs rêves, qui ont créé quelque chose qui a de l'impact pour leur vie, mais aussi qui a de l'impact pour les Africains. Et on espère que, au travers de ces histoires-là, vous allez trouver en vous votre potentiel et surtout les outils pour pouvoir accéder et développer votre potentiel et atteindre vos rêves et tout ce que vous voulez dans votre vie. Et donc aujourd'hui, on est très content et très heureux d'accueillir Cédric Tenja. Cédric Tenja, c'est un ami de très longue date. euh, Particulièrement, je veux l'accueillir ici parce que il a un parcours assez atypique et il fait quelque chose que peu de gens font et qui a un potentiel impact extraordinaire. On va parler d'éducation. On va parler notamment de soutien aux jeunes et aussi aux personnes qui sont dans le supérieur, leur permettre de pouvoir atteindre le niveau qu'ils veulent, pouvoir avoir les écoles qu'ils veulent et aller aussi loin qu'ils peuvent. Et donc, Cédric a créé dans son pays de résidence aujourd'hui où il vit en Belgique un organisme qui permet aux jeunes d'atteindre des écoles, qui permet aux jeunes d'avoir de l'excellence dans ce qu'ils font. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, me passionne, l'éducation. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir Cédric. Donc, encore, Cédric, merci beaucoup pour ton temps. Merci vraiment de vouloir partager avec nous ton parcours, aussi ton super pouvoir, parce que moi, je considère que ce que tu fais, c'est super important pour la jeunesse et en plus pour l'Afrique dans le futur. Si c'est là maintenant. Euh, Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez deux choses à faire. Vous cliquez sur le bouton vous abonner, c'est juste en bas. Et aussi, vous pouvez activer la cloche. Il y a d'autres histoires de personnes comme Cédric dans d'autres domaines qui font des choses qui peuvent créer en vous le déclic, en vous, quelque chose que vous n'avez pas forcément pensé. Euh, on va commencer aujourd'hui, comme d'habitude, Cédric, si tu veux bien, par un petit jeu très rapidement. J'ai des questions là, j'ai une d'accord. roulette.
Et je vais te demander de choisir entre le numéro 1 et 15 pour pouvoir te poser la question. Donc, je vais commencer par le numéro 15, si c'est pourquoi. Le 15, c'est un numéro qui nous relie nous tous les deux. Bon, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, on est nés le même jour, exactement, même jour, même année. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est des jumeaux qui ne sont pas du même père et même mère. Et on est né le 15 janvier. C'est pour ça Exact, qu'il il dit ça. exact. Mais du coup, Cédric, moi, la question que je voulais savoir, c'est si tu as un ami, par exemple, qui part en Afrique pour la première fois, Ouais. quel est le conseil que tu lui donneras? Donc, quelqu'un de la diaspora, en fait, c'est ça? N'importe qui. Quelqu'un de la diaspora, n'importe qui. Non, pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'observer. D'observer beaucoup, surtout les gens. C'est d'observer beaucoup les gens. Parce que c'est pas exactement la même chose qu'ici en Europe. C'est Mhm. particulier. Donc, il faudra vraiment, la première fois, il faudra vraiment observer. C'est pas que ce sont forcément des comportements bien ou mauvais, mais c'est assez particulier. La façon de réagir, de réfléchir, d'appréhender les choses, c'est pas la même que nous qui sommes de l'autre côté. Donc, pour moi, c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui fait son premier voyage en Afrique. Observer vraiment. Très Je bien. passe. Excellent conseil. Mhm. Donc, un autre numéro entre 1 et 15, si tu veux bien. Le 3, Le 3. Quel est l'aliment africain que l'on trouve tout le temps dans ton frigo, chez toi? le bobolo. Le bobolo. Bon, ceux qui sont pas camerounais, le bobolo, c'est du manioc, en fait. On l'a chukan chez les Congolais, mais le Exactement. manioc qui est entouré dans des feuilles, quoi. Exactement. Ok. Ça, en permanence, il y a toujours ça parce que moi, tout le monde l'apprécie. Et c'est quelque chose qui, voilà, peut se manger avec tout. C'est un peu comme du pain. Donc, Exactement. je me souviens même qu'au pays, une fois, quand on était dans des périodes de vaches maigres, il n'y avait pas le pain, hein. C'est ça, quoi. C'était le bobolo. S'il y avait du haricot, s'il y avait une petite sauce qui restait là, c'est avec du bobolo. Donc, le bobolo, c'est ce qui passe le plus dans qui est toujours dans mon frigo. Top. Et une dernière question, du coup, si je peux choisir entre 1 et 15, un autre numéro. Le 8. Le 8. Ouais. D'accord. Quel est le cadeau le plus étrange que tu as reçu dans ta vie ou que tu te souviennes? Cadeau le plus étrange. Là, en fait, bon, étrange, c'est vraiment parce que la personne, en fait, j'avais fait, je m'étais un peu laissé aller parce que je voulais impressionner la personne. J'avais dit que j'étais amateur d'art et on m'a offert une peinture, voilà, je comprenais absolument rien et j'ai fait semblant d'être hyper heureux. J'ai fait semblant d'être hyper heureux de savoir ça, mais voilà, c'est le cadeau le plus étrange que j'ai. Mais bon, c'est un peu moi qui l'avais provoqué, mais bon, voilà, c'est le cadeau le plus étrange que j'ai. Une peinture qui était censée être quelque chose de phénoménal, mais moi, ça me parlait absolument pas. Donc, Ouais. après, j'ai dû reconnaître, la personne a senti que, parce que la personne ne comprenait pas pourquoi j'étais émerveillé, mais pourquoi j'étais pas aussi émerveillé que ça, mais bon. Et Ouais. après, je lui ai dit, Ouais, ça, c'est j'ai un peu menti. J'ai un peu menti. c'est Voilà. intéressant. En tout cas, merci d'être de prêter au jeu. Et ce Merci que à j'aime bien toi. sur ce jeu, c'est que finalement, certaines les réponses révèlent en fait ce qui vient par la suite. Exactement. Et en fait, les gens vont Exactement. comprendre, par exemple, la première question, ta réponse, ça révèle un peu ta personnalité. Voilà. Exactement. Et donc, comme j'ai dit au début, Cédric a créé un organisme de cours particulier. Mais ce qui me fascine, en fait, dans ce que Cédric fait, c'est l'approche. Et c'est vraiment ça euh, que je veux souligner ici, c'est l'approche. Mais avant d'arriver à ça, je veux dire un peu que Cédric nous donne un peu, enfin, comment il en est arrivé là, parce que nous, on est arrivé, je pense qu'en même temps, à peu près, en Europe. Et je sais qu'il était en école d'ingénieur. Et en fait, je veux vraiment savoir comment finalement, tu en arrives à créer, tu vois, ce type de business, finalement, et qui est fait de cette manière, parce que moi aussi, je faisais des cours, hein, mais je ne prenais pas autant de rigueur que toi et autant de passion que toi à le faire, quoi, tu vois.
Donc, je suis très heureux. Déjà, je suis très heureux d'être là, Arthur. Franchement, déjà, c'est vraiment pour encourager ton initiative. C'est une très belle initiative de présenter nos différentes activités comme ça. Ça peut inspirer beaucoup d'entre nous. Hmm. Donc, quant à moi, en fait, la passion de l'enseignement, de la transmission, c'est arrivé vraiment un peu par hasard. C'est quelque chose que je me suis presque toujours battu avec parce que tu sais très bien que le métier chez nous d'enseignant est très rabaissé. Hmm. Donc, du coup, je pense que je l'avais en moi, mais peut-être l'image qu'on renvoyait de l'enseignant, je l'ai combattu longtemps. Donc, tu sais qu'on a un peu eu, parce on a commencé pratiquement en quatrième ensemble. Donc, Hmm. on a pratiquement eu les mêmes professeurs. Et il y en a beaucoup qui m'ont inspiré. Donc, certains par leur méthode, certains par la méthode d'enseignement, qui pouvait être parfois assez spéciale. Souviens-toi du professeur de physique, Monsieur Tanier. Hmm. Il n'expliquait pratiquement pas, mais son cours était tellement bien ordonné qu'il n'avait presque pas besoin d'expliquer. Donc, on a eu d'autres professeurs qui nous ont inspirés. Donc, au sorti donc du lycée, du collège, du lycée, on va parler comme les Français. Donc, moi, je me suis orienté, je me suis dit, bon, en attendant, je m'inscris en faculté de sciences physiques. J'ai fait de sciences physiques et en filière physique. Donc, après 4 ans, après 3 ans, j'ai obtenu ma licence en physique et j'ai obtenu ma maîtrise en physique. Et c'est là que j'ai commencé à dire, bon, il faut que je réfléchisse. Mais entre-temps, déjà, dans mes petits jobs, c'était ma première expérience. Il y avait un enseignant, il y a un directeur de collège qui était venu, qui avait approché notre vice-recteur à l'université parce qu'il cherchait des vacataires pour assurer, voilà. Et directement, parce que peut-être j'étais aussi parmi les meilleurs, le professeur mon vice-recteur m'a directement désigné. Et donc, pendant 3, 4 mois, j'ai tenu une classe de terminale. Mais après, on m'a rétrogradé parce que j'étais trop jeune. En terminale, il y avait des gens beaucoup plus grands que moi. Donc, du coup, je suis parti en classe de troisième. J'ai commencé à travailler avec eux. Hmm. Et ça a été une expérience fondatrice parce que j'ai découvert que j'avais le don de transmission. J'ai directement su que j'avais le don de transmission. Et après, j'ai commencé des petits cours particuliers au quartier. Certains parents venaient me voir et les résultats suivaient. Hmm. Mais bon, je voyais toujours ça juste comme une façon de me faire un petit argent de poche Ouais. par-ci, par-là, comme tout Hmm. le monde. Et ensuite, je continue mes études en Belgique. Je viens continuer mes études en Belgique à la faculté polytechnique de Mons. Et j'arrive à la faculté polytechnique de Mons. Et moi, je suis un scientifique universitaire. Je suis pas, j'avais suivi un parcours de scientifique universitaire. Donc, on est rigoureux dans la démarche, on est rigoureux dans la démonstration. Et j'arrive en école d'ingénieur et je découvre un autre monde, des gens que c'est uniquement le résultat qui les intéresse. Ils ne veulent pas, quelle que soit la méthode, quel que soit le moyen, c'est uniquement, et moi, je m'insurge contre ça. J'étais toujours celui qui veut expliquer chaque étape, qui veut redémontrer chaque étape. Et j'embêtais tout le monde. Tout le monde me disait, mais ça donne, ça marche. Euh, Pourquoi tu veux nous casser les pieds? Ça marche. Et je disais, non, mais bon, il faut toujours expliquer, il faut toujours aller dans le détail. Donc, j'ai toujours eu ce souci du hmm. détail. J'ai toujours à chercher à savoir exactement comment ça fonctionne. Du coup, et une fois que je le sais, c'est terminé. Maintenant, pour dire la vérité, à un certain moment, j'ai aussi porté ma casquette d'ingénieur, hein. J'ai commencé aussi à faire comme les autres. Mais j'avais cette double casquette
de formation d'universitaire et d'ingénieur, donc voilà, Hmm. qui faisait en sorte que j'étais un peu particulier dans la troupe et même mes professeurs reconnaissaient que mon profil était assez particulier. Donc je fais mes études et entre-temps, bien sûr, quand il faut faire quand il faut se trouver des petits jobs, je m'oriente vers des cours particuliers, vers l'enseignement. Donc, je faisais des petits cours particuliers par-ci, par-là, à travers des sociétés mais toujours aucune idée, vraiment aucune idée de carrière dans ça, dans l'enseignement, dans les cours particuliers. Vraiment, je faisais ça, c'était vraiment de manière ponctuelle, juste pour, euh, juste pour avoir un petit quelque chose dans les poches, juste pour payer le bailleur, voilà. Donc, vraiment, aucune Hmm. idée de carrière, aucune projection. Donc, ici, je termine mes études d'ingénieur, je sors ingénieur, donc voilà, le monde de l'emploi, le monde professionnel s'ouvre à moi. Je commence à taper à la porte des sociétés. Mais ici en Belgique, il y a une petite particularité qui fait en sorte que pour embaucher les cadres, les hauts cadres, les jeunes hauts cadres, c'est assez compliqué. Il y a les changements de statut, et voilà, et j'étais étranger, donc voilà. Donc du coup, mon accès au monde professionnel tard. Et entre-temps, je continue donc à faire des cours particuliers et je commence à travailler avec un monsieur, un Belge, monsieur, franchement, c'est lui qui m'a fait vraiment comprendre que je pouvais considérer ce que je fais comme un métier. Et lui, il était instituteur, donc il est instituteur enseignant au primaire. Et il avait ouvert une société de soutien scolaire, primaire, secondaire. Et on travaillait pour lui, on était des intermittents chez lui. Et il nous envoyait, on travaillait pour lui. Et après, j'avais beaucoup de missions, j'étais content, il me caressait dans le sens du poil. Et, et une fois, bon, moi, je savais pas qu'il était juste enseignant au primaire. Donc, et une fois, il y a un élève ici en Belgique, c'est un peu compliqué. Donc, ici, de quatrième secondaire qui correspond un peu à la classe de troisième Hmm. dans le système français, qui a un problème de maths, un problème, je sais plus, c'est une équation simple à résoudre. Et là, il m'appelle, il me dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'obtiens pas le résultat. Et je suis intrigué. Comment ça va? Il dit non, aide-le. C'est là, je l'ai. Je dis, mais c'est bizarre ça. Et donc, du coup, j'aide le jeune homme. Et après, je rentre quand même, je suis intrigué. Mais ce monsieur qui a construit, parce que franchement, il avait construit un centre. Il y avait il accueillait plus de 50 étudiants par semaine. Donc, Ouais, c'était, c'est- parce qu'il faut qu'on précise, parce qu'on parle de ouais, cours particuliers, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais 50 étudiants par semaine. Disons que ouais, moi, j'étais étudiant, quand je faisais mes cours, je donnais, c'était 20 euros de l'heure. Donc, ouais. 50 euros, 50 étudiants par semaine, Il faut tu as 1000 imaginer, euros hein. par semaine. Voilà. Donc, Voilà. déjà, Donc, et toi, tu comptes juste le nombre d'étudiants, mais les étudiants, je prenaient repasse plusieurs fois. Voilà. repassent plusieurs fois. Ça pouvait être 2 heures, 3 heures. Donc, Hmm. voilà. Donc, et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je vais sur Internet, je tape, je regarde son parcours. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas être. C'est pas que je dénigre son parcours, mais c'est que je dis, mais il ne fait rien de miraculeux. Pourquoi moi, je me cantonne à ça? Et c'est là que je me rends compte que c'est tout simplement parce que depuis, je n'ai pas pris ça comme une option dans mon profil de carrière. J'ai pas pris ça comme une option pour moi. C'est juste quelque chose de spontané que, en attendant que je trouve l'accès au grand Le grand métier boulot d'ingénieur. d'ingénieur. Et donc, je découvre que, en fait, je me bouscule pas, je continue, je suis les pas, tout simplement parce que, voilà. Et du coup, je me dis, mais non, ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Il faudrait que je me crée mon propre réseau.
Lui, il était vraiment dans le réseau du primaire et du secondaire inférieur. Et bon, pour ne pas entrer en bisbille avec lui, je lui dis, bon, moi déjà, le secondaire inférieur, ça me passionne pas du tout. Donc moi, je pense que j'ai le talent d'aller au-delà, enfin, en année, au secondaire supérieur les premières années universitaires. Et du coup, c'est comme ça que ma première approche, à ce moment-là, j'ai eu par un concours de circonstances. Je veux pas trop entrer dans les détails, sinon je serais trop long. J'ai donc, l'UCL recrutait, l'Université catholique de Louvain recrutait des assistants indépendants juste pour assurer les travaux pratiques. Et donc, du coup, là, je pose ma candidature, on me recrute, Et voilà. donc, Mais moi, oui, non, vas-y. non, oui, non, parce que du coup, je pense que je vais juste savoir. Donc, et c'est à ce moment-là, quand tu poses ta candidature, là, c'était plus Exactement. dans l'intention de dire, OK, Exactement. là, OK. C'est là que je saute vraiment le pas. Parce que déjà, et pour te dire, à deux reprises, déjà à l'université de Douala, on m'a proposé Hmm. de faire un doctorat après ma maîtrise, d'être doctorant. Il a même séquestré mes dossiers, je vais dire ça comme ça, le vice-recteur de l'université, le vice-doyen de l'université, de la faculté des sciences de l'université. Voilà. Il a même séquestré mon dossier pour que je reste, parce qu'il me disait que j'étais l'un des meilleurs éléments et qu'on avait besoin de moi. Et voilà. Bon, je me voyais pas au Cameroun faire ça. Aussi, quand je terminais à la faculté polytechnique de Mons, il y avait une possibilité de s'inscrire en doctorat. Je n'y ai même pas pensé. Pourtant, je pense que j'avais les notes qui me permettaient de postuler. J'y ai même pas pensé une seule seconde. Donc, c'était même pas, voilà. Et un jour, je rencontre mon professeur de génie électronique. Il me dit, pourquoi il fallait essayer? Pourquoi t'as pas essayé? J'ai même pas su quoi lui répondre. J'ai dit non, Hmm. je veux devenir ingénieur et voilà. Donc je veux dire qu'il y avait deux possibilités comme ça au cours de ma vie que me permettaient d'entrer dans le monde de l'enseignement pur et simple. Mais j'ai refusé. Donc c'est à partir donc de là et de cette expérience dans l'organisme de M. Arslan que je me suis dit non, là il faut que je crée mon propre réseau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller les postes de candidature, j'ai postulé, on m'a pris. J'ai fait un an et là, et là, j'ai vraiment eu accès à un marché important parce que j'étais assistant et il y avait plein d'étudiants parce que dans une autre phase, je vais peut-être le dire, il y a un grand gap entre la fin du secondaire et le début de l'université. Juste, déjà, ici en Belgique, le gap est tellement important que pratiquement 50% et 50% des étudiants ont besoin d'un professeur particulier. Donc, j'étais vraiment là dans la fourmilière et c'est comme ça que je me suis créé mon premier réseau important parce que là, à partir de mon poste de professeur d'assistant universitaire, j'ai pu avoir Hmm. plusieurs D'accord. étudiants. OK. Et donc, une fois que j'ai rempli les conditions administratives et voilà, je me suis, euh, je me suis mis en personne, je me suis mis en indépendant, en personne physique. Et là, j'ai commencé donc à travailler Et cette déjà avec opération, les parce qu'il étudiants. faut que les gens se rendent compte, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, juste pour donner un peu l'ampleur, parce qu'aujourd'hui, tu fais des camps. Tu fais des camps, donc Oui, des bootcamps. oui, oui. Tu vois, tu fais des bootcamps, des gros bootcamps. C'est combien d'élèves, par exemple, que tu prends sur une semaine? Sur un gros boot. Dans une semaine, donc ici maintenant, je suis spécialisé surtout dans la préparation des étudiants aux examens d'entrée en médecine, en faculté de médecine et dentaire et en, en faculté polytechnique. Donc, Hmm. très souvent, très souvent, par exemple, ici en août, on organise un camp. Le plus grand nombre qu'on a atteint, c'était l'année avant le Covid.
on a eu 60 étudiants. Bloqué pendant une 60 semaine. étudiants bloqués pendant une semaine, 2 semaines. Parce qu'en réalité, c'est par période d'une semaine. Donc, forcément, parce que c'est quand même intensif et c'est vraiment comme un camp militaire. Parce que vraiment, on intervient là à tous les strates de la vie de l'étudiant. Donc, les enfants dorment, les enfants, les étudiants dorment sur place. Ils dorment sur place. Ils, on vient avec mon équipe, on les réveille, on commence très tôt. Parfois, parce il y a plusieurs formes de camps. Il y a les externats et les internats. Donc, les internats, ils dorment sur place quand les parents veulent. Mais ce qui marche aussi très bien, les externats, ils viennent le matin. On commence dès 8 heures et on finit à 19 heures. C'est reparti. Il y a des professeurs qui donnent cours. Il y a des professeurs qui suivent juste les étudiants, qui permettent, parce qu'il y a certains étudiants qui viennent juste pour avoir un cadre idéal pour étudier. Pour étudier, C'est ouais. ça. Il y a Ok. certains étudiants pour étudier, pour être suivis. Il y a certains qui viennent prendre des cours, il y a certains qui ont des questions ponctuelles. Donc, ouais. Donc ça, c'est vraiment on organise ça généralement à 3 périodes, pendant 3 périodes de l'année, une semaine en décembre, les 2 semaines de Pâques et 3 semaines pendant l'été. Trois D'accord. semaines pendant l'été. Et Donc on a c'est combien là, environ. si un parent veut, excuse-moi, si un parent veut, par exemple, envoyer son enfant là, du coup, pour une semaine. Non, pour une semaine, ça aussi en fonction de la formule, ça aussi entre 500 et 1000 euros. D'accord. OK. Ça aussi en D'accord. fonction de la formule, parce que le blocus assisté, c'est pas la même chose, parce que le Que, blocus assisté, l'enfant vient juste étudier, voilà, il est un peu suivi, il est un peu régulé. Il y a à l'intérieur des cours de groupe, les cours de groupe, et il y a aussi des cours vraiment particuliers où il y a un professeur devant l'enfant qui l'aide, voilà, là c'est un peu plus D'accord. cher. Bon, pour ceux qui calculent, vous pouvez calculer. Ça veut vous dire que on parle de cours particuliers, mais en fait, quand on parle de business, c'est un business. Et c'est Voilà. un vrai business, en fait. Ouais. Avec différentes formules, différentes. Oui, oui, oui. Et forcément, il faudrait se dire que c'est pas seulement pendant cette C'est ça. période-là. Tout le long de l'année, il y a des cours individuels qui sont plusieurs, sur plusieurs formats. On peut avoir du coaching, on peut avoir des cours particuliers, on peut avoir du suivi, du, du suivi des cours de méthodologie, comment étudier, comment apprendre, voilà. Donc, ça dépend vraiment du format. Mais ça se suit toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai beaucoup plus visé le supérieur parce qu'au secondaire, on est beaucoup plus limité. Au secondaire, on est beaucoup plus limité parce qu'au secondaire, bah, à part le mercredi après-midi, et le week-end, les enfants n'ont pas beaucoup d'autres disponibilités. D'accord. Alors qu'avec les étudiants de supérieur, euh, les disponibilités sont ouvertes parce que c'est chaque étudiant qui choisit en fonction. Les disponibilités sont ouvertes. Donc, moi, je peux commencer le matin, je travaille normalement comme quelqu'un qui va au bureau, je peux commencer le matin, je termine le soir. Et parfois, il y a des étudiants qui préfèrent, ce qui n'est pas recommandé, qui préfèrent directement avoir cours avec moi que d'avoir même cours avec son professeur. Sérieux? Oui, mais je dis encore, c'est pas recommandé parce que ici, on sait très bien que c'est le professeur qui donne la matière, qui compose l'épreuve de la matière. Donc, c'est en fonction de ce qu'il a donné. Donc, on rappelle toujours qu'il faut toujours aller en cours, suivre le cours et après revenir avec son cours déjà qu'on a déjà commencé à travailler. Et maintenant, nous, on insistera avec les professeurs particuliers, on insistera surtout sur les zones qui posent problème. Donc, nous, on n'est pas là pour donner Le cours, les vous ne vous substituez cours. pas quand même Voilà, au on ne se cours. substitue pas aux Hmm. professeurs de l'université ou aux écoles. Non, on se substitue pas ça. On n'a pas cette prétention-là. Donc, ben, on rappelle ça aux étudiants. On le rappelle fortement. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui
souhaitent directement travailler avec nous. Surtout que ça, c'est par contre, ça c'est vrai, surtout parce que moi, particulièrement, je travaille spécialement avec une université, l'université où j'ai été rapproché dès le départ. Et la vérité, c'est que je connais déjà un peu le rythme Le des cours. cours. D'accord. Je connais par cœur tout ce qui va venir. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup je peux faciliter vraiment, l'intégration d'un étudiant juste en lui donnant des petits conseils, même sur les professeurs, parce que je les connais un peu tous, sur comment est-ce ce qu'il recherche, ce qui revient à l'examen. Donc, du coup, on a aussi toute une documentation sur les anciens examens, les synthèses, parce que les étudiants sont friands de synthèse. Friands, ils aiment les synthèses. Donc, sur les différentes synthèses, sur les différentes, voilà, voilà. Mais ce que j'ajoute, ce que j'apporte le plus, c'est ma touche personnelle. C'est ma touche D'accord. personnelle. Mais Et ma touche c'est quoi cette personnelle, touche-là quand tu parles de touche personnelle? Qu'est-ce que tu apportes? En fait, c'est ça, c'est que les parents, par exemple, qui nous écoutent, si un parent nous écoute ou un étudiant nous écoute aujourd'hui, euh, ils peuvent se dire, voilà, qu'est-ce que vraiment ça apporte? Et comment oui, tu l'amènes, toi, personnellement, oui. oui. Donc ici, c'est vraiment, ma touche personnelle, c'est vraiment l'efficacité dans l'étude. Parce Hmm. que, en fait, je travaille un peu contre moi, en fait. Parce que, je vais m'expliquer. Parce que je cherche à apprendre à l'étudiant à savoir apprendre, à être plus Hmm. tard autonome. De telle en sorte que, qu'il n'ait plus besoin d'un professeur particulier. Pour moi, D'accord. je considère que un étudiant que je tiens après 2 ans, 3 ans, s'il a encore besoin de moi ou d'un autre professeur particulier, quelque part, j'ai un peu raté ma mission. Donc, du coup, ici, c'est vraiment l'efficacité dans l'étude. Il y a beaucoup. Déjà, la première chose, c'est que quand tu arrives à l'université, quand on était, la méthode, l'approche est différente entre le secondaire et l'université. Généralement, au secondaire, on travaille une matière, directement après, on a une évaluation sur cette matière-là. Donc, ce qui rend, ça rend facile et tu sais ce qu'on faisait nous-mêmes. Donc, on se préparait toujours à la dernière minute. Donc, voilà. Mais ici, au supérieur, la donne change. C'est Hmm. plus la même chose. On peut accumuler 4, 5, 6, 7 chapitres et il y a un seul examen pour sanctionner tout ça. Du coup, l'étudiant qui avait, qui apprenait juste une seule, surtout en Belgique, parce qu'au moins en France, chez vous, il y a le bac qui prépare au Cameroun, il y a le bac qui prépare à ça, à ce que l'enfant étudie une grande quantité de matière et puisse faire et travaille son esprit de synthèse. Mais en Belgique, il n'y a pas ça jusqu'à la fin du secondaire. En Belgique, on procède toujours par des contrôles continus jusqu'à la fin de l'année. Donc, ici, au supérieur, donc, le problème se pose parce qu'il y a une grosse quantité de matière qu'il faut absorber. Il y a aussi le fait que, bah, au supérieur, ça devient, tout n'est pas obligatoire, Hmm. tu n'es pas obligé de venir en cours. Il y a cette dilettante-là qui fait en sorte que, voilà, les étudiants tombent rapidement dans la facilité, voilà. Donc, nous, la première chose, c'est d'abord de remettre la rigueur. Comme je dis toujours, étudier un peu tous les jours. Première chose. Remettre la rigueur, étudier, remettre la rigueur dans la façon de travailler, dans le rythme de travail. Du coup, là, tu parles d'un coaching d'organisation, de ce qu'on Oui, comprend. oui, bien sûr, ça commence par ça. S'il n'y a pas de l'organisation, c'est qu'on va aller on va aller contre le mur. Ça, il faut d'abord qu'il y ait de l'organisation. D'accord. Organiser. Ensuite, il faut mettre de l'efficacité. Hmm. L'efficacité, il y a des étudiants qui se posent devant leur cours, ils le lisent pendant 10 heures, mais à la fin, ils ne ressortent avec absolument rien. Donc ici, on apprend aux étudiants à trouver les mots-clés, à faire des schémas, à faire des liens entre les différents cours, à faire des liens entre la théorie et les exercices. Moi qui travaille beaucoup plus dans les matières fondamentales comme la physique et les mathématiques, bah, il y a des étudiants qui te disent que ils n'ont pas besoin de leur cours théorique pour aller faire les exercices. Je dis, mais tu fais comment? Il dit non, il va direct et il essaye. Dès que ça marche, c'est bon.
Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, du coup, on revient aux fondamentaux. Je lui dis, non, non, non. On reprend la théorie, on retravaille sa théorie et on montre à chaque fois le lien Mhm. entre la résolution d'un exercice et la théorie, entre la résolution d'un autre et la théorie. Et après, bien sûr, il faudra responsabiliser l'étudiant, lui donner des objectifs à atteindre. Parce qu'après le cours particulier, entre deux séances, et c'est souvent là que tu sais, que tu vois rapidement si l'étudiant est motivé à réussir ou pas. À la fin de chaque séance, il faudra lui fixer des objectifs à atteindre pour la Mhm. prochaine séance. Et donc, et des objectifs, ça peut être du simple devoir ou un schéma ou à un travail de synthèse de la matière à, ou à, à faire en sorte qu'elle te parle de sa matière de la manière la plus simple possible. Parce que moi aussi, j'ai dit que c'était pour moi, c'est comme ça aussi qu'est venue l'idée, la passion pour l'enseignement. Parce que moi, j'aimais bien expliquer euh, mes exercices, quand je réussissais un exercice, j'aimais bien l'expliquer à mes autres. Et une fois que je l'ai expliqué, je suis sûr que moi-même j'ai compris. Donc moi, je suis sûr que j'ai compris. Et parfois, quand tu n'as pas compris, ton camarade te demande, mais comment tu fais encore ça? Et pourquoi tu as fait ça ici? Et là, tu es bloqué. Tu dis, mais c'est vrai. Mhm. Hein. Et tu n'as pas la réponse et tu vas chercher la réponse. Et aussi l'autre élément qui peut être, et qu'on ne se rend pas tellement compte, c'est la curiosité. les, les, les- on développe l'esprit de curiosité des étudiants. C'est incroyable le nombre d'étudiants qui peuvent être peu curieux. Quelqu'un, il est là, il fait quelque chose, il ne comprend pas un mot. Ah, il peut rester là, il dit, ah, je n'ai pas compris. Et il reste là. Et il attend le jour que son professeur particulier va venir. Il dit, ah oui, j'ai pas compris tel mot. Je dis, mais c'est pas possible. Tu Mhm. trimbales avec toi des bibliothèques. Tu ne peux pas rester comme ça et dire que ah, je n'ai pas compris. Et voilà. Cherche-moi plusieurs sources. Et peut-être à la fin, peut-être si tu n'as pas compris les sources et tu me les apportes, et là, mais tu peux pas venir là, tu ne m'as rien apporté. Et tu veux juste que je t'explique. Non. Et là, je te renvoie dans les corps. Allez, vas-y, va chercher. Donc, on essaye de les responsabiliser. On Mhm. essaye de les responsabiliser. Il faudrait qu'une question, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir des questions, mais il faudrait qu'une question qui émane d'eux soit une question qui ait déjà certains éléments de réponse. Certains éléments de réponse. Et maintenant, toi, en tant que professeur particulier, toi, en tant que coach, tu viendras juste mettre de l'ordre dans toutes ces idées-là. Mhm. Donc, c'est ça un peu ton rôle. Mais l'étudiant doit absolument se prendre en main. Il ne peut pas, il doit absolument se prendre en main. Il ne doit pas attendre que tout vienne du professeur particulier. Sinon, on ne l'aide absolument pas. On ne l'aide absolument pas. Maintenant, je reconnais qu'il y a des situations d'urgence. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous contactent à, à 2 semaines des examens. Là, il n'y a pas là, il n'y a pas tu peux pas amener cet esprit de curiosité. Non, là, tu es juste là pour répondre à ces questions. Et ça, c'est encore une autre chose. Là, il vient avec un exercice qu'il n'a pas su faire depuis peut-être 10 ans. Là, tu dois trouver la solution. Oui, à ce moment-là, lui ne veut pas que tu lui racontes du charabia. Il veut juste que tu résolves son problème, que tu lui apportes une solution et point barre. Donc, ça, c'est le côté un peu plus, c'est le côté un peu plus, pas très gai de notre boulot. Parce que là, en fait, tu Mais à te ce transformes moment-là, en par exemple, parce perroquet. que j'avais juste une question, c'est que du coup, à ce moment-là, quand même, on a beau dire, oui, tu peux résoudre le problème devant un élève et il a toujours pas, il a peut-être compris ce que tu as fait, mais il n'a pas assimilé. Donc, je comprends quand même que même dans ce cas-là, il y a Exactement. quand même toujours la pédagogie quelque Bien part. sûr qu'il y a la pédagogie. Bien sûr qu'il y a la pédagogie, mais très souvent, il y a la contrainte du temps. OK. Il y a examen dans une semaine et il faudrait que les, les, l'enseignement, c'est pas quelque chose qui doit être précipité. Ça doit infuser tout doucement. Même pour un élève du supérieur qui a déjà une certaine capacité, ça doit infuser tout doucement. Tu peux pas venir là et tu as, en moins de 2 semaines, tu as tout un cours d'algèbre à travailler qu'on doit faire, qu'on doit en principe travailler
en 3 mois et tu veux réussir. Bon, nous, étant donné que nous, on accepte la mission. Oui, bien On sûr. accepte la mission. Bon, on prévient quand même l'étudiant que voilà, tu es venu un peu à la dernière minute. Tu es venu à la dernière minute, Mm. il fallait que tu prennes un peu plus tôt. Mais voilà. Et très souvent, tu es bien placé pour le savoir, les, 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 les matières fondamentales sont générales. Les matières fondamentales comme les mathématiques, la physique, la chimie, ce sont des matières par strates. Très Mm. souvent, si tu ne comprends pas la base, tu auras du mal à t'élever. Donc, tu peux pas directement venir là et tu dis que tu cherches à diagonaliser une matrice alors que tu ne sais pas faire un produit de matrice. Donc, Ouais, ouais. c'est pas possible. Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc, tu peux pas. tu- donc, il y a une base à avoir et tout doucement, on monte en puissance. Et quand on monte comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, Mm. du coup, on est très souvent confronté à ce type d'étudiants qui se réveillent à la dernière minute. Parfois, ça passe, hein. Parfois, ça passe. Ça passe. Parfois, ça passe. Mais pour moi, c'est pas le moment, c'est pas ce qui, c'est pas le moment jouissif, en fait. C'est pas un moment jouissif parce que, voilà, tu sens que la personne qui est en face de toi, il cherche juste à capter, il cherche juste à réussir son examen. Donc, c'est vraiment une aide hyper ponctuelle juste pour réussir son examen. Et je pense que dès qu'il va sortir de la salle d'examen, là, il aura complètement tout oublié. Donc, Donc, c'est pas quelque chose qui va rester. ce que je comprends, c'est que tu es quand même, ouais, c'est quelque chose que voilà, tu fais, tu réponds à un besoin qui est le retour de l'examen, mais tu ne te sens Exactement. pas être dans ton rôle d'éducateur, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Exactement. Non, non, non. C'est pas, C'est pas l'idéal. Mais du ouais, c'est coup, pas pour l'idéal. éviter, j'ai une question pour éviter les parents, c'est pas les parents nous écoutent là, et même les étudiants, tu vois. Pour éviter ça, tu vois, quel conseil tu donnerais à un étudiant? Supposons que c'est pas un étudiant que tu suis, Oui, mais bien sûr. tu, parce que c'est quand même effectivement dommage d'en arriver là. Et je Oui, sais que des fois, il y a des gens qui justement ratent leurs examens à cause de ça, quoi. exactement. Donc ici, le conseil déjà, pour les études, surtout les études supérieures, c'est déjà de s'y prendre le plus tôt possible, d'étudier un peu tous les jours et Mm. surtout de ne pas accumuler les difficultés. De ne pas accumuler les difficultés. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit directement en venir à un professeur particulier. Il y a plusieurs étapes avant Mm. d'arriver à un professeur particulier. La première étape, c'est, comme je dis, c'est quand tu es bloqué, c'est de t'ouvrir, de chercher dans les livres, d'aller en bibliothèque, de regarder sur Internet, voilà, pour essayer d'apprendre par toi-même. Si tu n'y arrives pas, deuxième étape, c'est vraiment ton environnement, tes camarades. La vie universitaire, c'est une vie absolument communautaire, donc tu ne peux pas réussir. Bon, il serait très difficile de réussir si tu travailles de manière totalement isolée. Donc, vraiment s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, demander de l'aide, est-ce que tu as fait, voilà. Troisième étape, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est de faire recours aux professeurs et aux assistants. Ils ont le droit Mm. de répondre aux questions, mais voilà. Ils ont le droit de répondre aux questions. Maintenant, il ne faudrait pas venir là, ils sentent que bon, celui-là n'a absolument pas travaillé, il vient me poser une question. Voilà. Il faudra bien sûr travailler et lui faire un mail, lui poser des questions. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de poser des questions à leur professeur à l'école ou aux assistants. Donc là, c'est la troisième étape. Faire recours au professeur. Maintenant, si jusque-là, tu accumules toujours, là, on sera obligé de passer par des professeurs particuliers. Et dans professeur particulier, il y a professeur particulier, il y a professeur particulier. Donc, il y a des professeurs Mm. particuliers qui sont des jeunes étudiants qui, comme moi à l'époque, recherchent, on peut commencer par ceux-là, recherchent un peu d'argent de poche et qui pensent qu'ils ont peut-être une petite fibre pour les mathématiques ou pour, voilà. Et donc, voilà, ils proposent leur service. Très souvent, c'est vraiment abordable. On peut commencer par eux. Et moi, parfois, je dis, bon, voilà. Ou souvent, chercher un professeur un peu plus expérimenté avec un CV un peu plus long. Certes, ce sera un peu plus onéreux, mais le conseil que je donne généralement pour que
ça revient vraiment beaucoup moins cher à l'étudiant, c'est de se mettre en groupe de deux, de chercher un collègue avec qui peut-être il a les mêmes problèmes, deux ou trois, et vous allez voir que vraiment peut vous revenir, l'heure peut vous revenir pratiquement à 10 euros si Hmm. vous vous mettez à deux ou à trois. Donc ça aussi c'est un conseil que je donne parce qu'il y a ça qui dit ah mais c'est trop cher, je peux pas. Je dis ouais c'est vrai, mais il faut tenir compte aussi de moi, de mon travail, voilà. Donc je comprends. Mais si tu veux vraiment réussir, va autour de toi, cherche un ou deux collègues qui ont le même problème, vous venez et voilà, on vous fait un prix de groupe et là tu vas te retrouver en train de payer 10 euros par heure et ce sera largement beaucoup plus abordable. Et là, tu auras affaire en face de toi à un professeur expérimenté qui, qui, a, qui a les Hmm. diplômes qui a l'expérience qu'il faut. Donc, voilà. Donc, c'est le conseil que je donne généralement aux étudiants pour, pour les, pour les parents, ce que je peux dire le conseil Hmm. que je peux donner aux parents, c'est vraiment surtout pour les étudiants de première année, parce que la première année universitaire, c'est l'année la plus difficile. Les autres années il y a beaucoup de travail dans les autres années, mais elle n'est pas aussi éliminatoire que la première année, parce D'accord. que particulièrement en Belgique, la première année, c'est vraiment l'année qui permet d'écrémer et on ne garde que les bonnes graines. Et Hmm. les autres vont se débrouiller ailleurs dans la formation, en formation ou dans ce qu'on appelle ici les hautes écoles. Donc, c'est vraiment ça, dans la première année, et c'est l'année la plus compliquée. Et donc, il faudrait que les parents gardent, parce que les parents gardent un contact privilégié avec les enfants pendant cette première année-là. Parce que beaucoup de parents font l'erreur que, ah, enfin, il est passé au supérieur, il est passé au supérieur, et voilà, donc au secondaire, j'avais gardé un œil sur Hmm. lui. Comme il est au supérieur, bon, ça va, il va se démerder tout seul. Non, il faut absolument pas. Ce n'est absolument pas le moment de le laisser tout seul. Il a besoin des parents, il a besoin qu'on le soutienne, il a besoin qu'on l'encourage. Mais j'avais une question justement sur Oui, ce point-là. Et il y a quand même des élèves qui évoluent sans avoir besoin de... C'est une question, hein, sans avoir oui. besoin d'un accompagnement ou en fait, l'idéal, ce serait que il y ait toujours un accompagnement. Parce que même quand l'élève est bon, il a toujours des choses, soit c'est sur la partie organisationnelle, soit c'est sur la partie changer de perspective. Est-ce que pour toi, maintenant que tu as accompagné tellement d'élèves, tu te dis, l'idéal, si on veut que son enfant soit excellent, c'est-à-dire avoir le maximum de chances, est-ce que ce serait bien qu'on l'accompagne, qu'il soit très bon ou pas? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai regardé un peu ici, il y a des Mhm, parents d'élèves euh, qui ont fait de grosses études, qui ont été professeurs, mais qui font qu'on accompagne leurs enfants. Et leurs enfants sont entrés à Polytechnique ici, hein. Donc les enfants étaient déjà mhm, bons, en fait. mhm, On les accompagne quand même parce qu'il y a toujours quelque chose, mhm. tu vois. C'est la question, en fait, que je veux savoir, finalement, quoi. Et c'est un véritable paradoxe. C'est un véritable paradoxe. Et tu as totalement raison d'insister sur ce point. Parce que c'est un véritable paradoxe. Parce que moi, le plus souvent, je me retrouve en face des étudiants qui sont déjà très brillants Hmm. et dont les parents appartiennent à une classe sociale privilégiée, qui sont des cadres, qui sont des hauts cadres, qui appartiennent à la société, à la société moyenne. Donc, la majorité de nos étudiants proviennent très souvent des familles très aisées. Et ceux qui viennent vraiment à reculons, c'est surtout ceux des familles de la diaspora, des familles assez modestes et voilà. Hmm. Mais de manière générale, d'abord, il faut bien comprendre qu'ici et peut-être aussi en France, parce que j'ai lu les chiffres, que le taux d'échec en première année université, ça fait très longtemps que ça a pu dépasser les 20%. Plutôt de Alors réussite, que tu veux dire. le taux de réussite, Hmm. le taux de réussite, désolé, le taux de réussite, ça fait très longtemps que ça a pu dépasser les 20%. Je pense que cette année-ci, là, on est en train de donner les résultats, mais déjà, euh, en session normale, là, on ne touchait même pas les 10%. Donc ici, ce sera à peine 18%. Donc, mais on est en train bientôt, tous les chiffres seront là. Et les années précédentes, c'était un peu la même chose. Hmm. Voilà.
il y a eu le Covid, c'était un peu spécial parce que là, il y a eu un peu plus il y a eu un peu plus de réussite bizarrement. Mais bon, c'est un peu spécial. Donc déjà, on voit que de manière générale, beaucoup d'étudiants ont du mal. Hmm. Mais ceux qui viennent apprendre les cours particuliers, généralement, comme tu as dit, ce sont des familles aisées, ce sont des familles. Si elles ne sont pas aisées, il y a l'un des parents qui a fait des études supérieures. Et généralement, c'est là où on retrouve. Et très souvent ici, je suis confronté souvent parce que je travaille aussi avec je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais ici, ce sont on appelle ça le CPS, le CPS. Ce sont des services sociaux qui cherchent des professeurs particuliers pour les envoyer directement dans des familles assez modestes. Parce que avant, les familles modestes demandaient de l'aide et on leur donnait de l'argent Hmm. pour recruter voilà. Et on a vu que bon, cet argent n'était pas directement utilisé pour se trouver un professeur particulier. Donc maintenant, ce sont ces services sociaux-là qui recrutent directement les, 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 les services sociaux, qui recrutent directement les professeurs particuliers et qui vont sur le terrain pour travailler dans des familles modestes. Et, Hmm. moi, par exemple, je suis en contact avec les services sociaux de 3 communes à Bruxelles pour qui je travaille, je donne cours Hmm. voilà, qui m'envoient des étudiants et voilà. Et du coup, et là, c'est là que on s'aperçoit de l'écart parce que là, ces étudiants-là, ils ont du potentiel, mais il y a un écart énorme entre, entre ceux qui viennent prendre des cours directement par eux-mêmes et ceux-là qui sont obligés de passer par un service social pour avoir des cours. Et eux, ils ont vraiment besoin de cours pour pouvoir s'en sortir. Et pour cela, il sera pratiquement impossible, je peux être péremptoire sur cette position-là, il sera pratiquement impossible de pouvoir réussir sinon, sans un professeur particulier. Ils ont absolument besoin d'être accompagnés. Et ce que Ils ont absolument j'aimerais besoin d'être préciser, accompagnés. j'aimerais juste préciser, parce qu'on là, on va arriver à la fin, Hum. il faut quand même bien préciser et peut-être comprendre, que un élève qui a des difficultés, c'est pas forcément un élève qui ne réfléchit pas vite ou qui ne réfléchit pas bien. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, J'ai il y a dit plusieurs j'ai insisté ce sont des étudiants qui ont un énorme potentiel. potentiels, c'est ça. Ça veut dire que Exactement. il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans les Exactement, résultats. exactement. Donc, les paramètres sont faciles à citer. Il y a d'abord le paramètre environnemental. Hmm. Généralement, ce sont des gens qui n'ont jamais cru à, à pouvoir être médecin ou dentiste. Ils pensent que Hmm. c'est pour les autres. Moi, pour une petite anecdote, moi, j'ai intervenu dans une famille. Il y avait une demoiselle qui elle était en sixième. J'ai travaillé avec elle pendant un an. Au départ, c'était catastrophique. Mais en un an, elle s'est relevée. Et à tel point qu'elle a tenté l'examen de médecine. Elle a réussi d'un coup. Elle est entrée en faculté de médecine. Et après, nous nous sommes perdus de vue. Nous nous sommes perdus de vue. Et 2 ans plus tard, je la retrouve je la retrouve à la caisse d'un supermarché. Et Oh. je lui demande, bon, on se salue, elle m'appelle professeur, oui, vous allez bien. Et moi, je suis persuadé qu'elle fait uniquement son job d'étudiant, comme la plupart. Il dit, tu fais le job ici? Elle me dit, oui, mais non, elle travaille ici tout le temps. Je dis, non, mais elle dit, non, elle n'est plus elle n'a pas pu réussir la première année, c'est trop compliqué. Et elle me dit, j'ai fait une formation en vendeur de 3 mois. C'est pas sérieux, non, non, non. C'est pas... Comment ça? Elle me dit, non, ouais, elle n'a pas. C'est c'est facile, c'est mieux pour elle. Elle va vite avoir elle Son va vite salaire, son toucher, petit elle aura. salaire et tout, ouais. Mais c'est pas OK. possible.
tu as réussi l'examen de médecine qui est ultra sélectif. Donc, ça veut dire que tu as Mm. quelque chose. Donc, elle me dit, non, moi. Et je lui dis, non, Bon. je vais t'appeler. Elle me dit, repasse-moi ton numéro, je vais t'appeler. Et je la rappelle. Et je la rappelle, elle me passe sa maman, je suis elle sa maman, parce qu'avec sa maman, on avait aussi gardé des bons liens. Oh oui, mais non, ta sœur ici, c'était des Africains et des Camerounais même. Non, ta sœur ici, non, l'école là est trop dure. Mon fils, mieux elle va travailler. Elle dit, mais non, elle a à peine 18 ans. Donc, si elle va travailler, mais non, les médecines là, non, bon, ok. Je peux concevoir même que médecine, mais entre médecine et, et vendeur, il y a au moins 10 choses qu'elle aurait pu tenter. Il y a au moins 10 choses qu'elle aurait pu tenter. Elle va tenter quoi? Non, j'ai dit non, mais attends. Et donc, du coup, je lui dis non, viens, on va, tu vas t'inscrire. Qu'est-ce que tu, à part médecine, qu'est-ce que tu. Elle me dit, ouais, veux toujours intervenir dans le monde de la santé. Dans la santé, il y a tellement de formations que tu peux faire. Tu peux faire kiné, tu peux faire ostéopathe, il y a tellement de choses. Elle dit, ah bon? Il dit oui. Sa mère dit oui. Il dit que oui, kiné là, c'est pas long. Il dit non, c'est 4 ans, maman. Elle dit, ah oui, parce que médecine là, j'avais vu 7 ans, mon fils, elle va travailler, elle va même se marier. Il dit non, 4 ans, elle a terminé. Et aujourd'hui, elle s'inscrit en kiné. Je l'ai suivie pendant 1 an. Après, je l'ai lâchée. Et aujourd'hui, elle est kiné. Hein. Elle est Mm. kiné. Elle est kiné aujourd'hui. Donc, et moi, c'est ça, en fait, mon véritable salaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je crois qui me Mm. disent, certes, il y a l'argent que tu touches maintenant, mais il y a aussi cette reconnaissance-là éternelle. Les gens qui te voient, qui te disent, parfois, souvent, je marche avec mon épouse, elle me dit, mais toi, là, tu es bizarre. Hein. Les gens nous arrêtent en route. Merci, merci pour ce que tu as fait. Elle dit, mais C'est génial ça. qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as encore C'est fait? Que je ne sais génial. pas. Et, et voilà, donc il y a cette reconnaissance. Cette maman-là, je ne sais pas, mais chaque fois, elle me dit non, si tu as besoin de quelque chose, voilà. Et du coup, ça crée aussi des liens Mm. qui vont au-delà même du cadre professionnel et j'ai beaucoup d'anciens étudiants, d'anciennes familles d'étudiants avec qui maintenant nous sommes devenus amis. Donc, Donc, tu c'est un peu vois, ça. tu viens un peu de parler de la troisième dimension, en fait, ok? Parce qu'il y a la partie soutien scolaire, un peu truc, il y a la partie Exactement. coaching, organisation, tout, Exactement. et il y a la partie orientation, finalement. Exactement. Ça, c'est la partie, et ça, c'est une partie très importante. Ça, c'est une partie très importante et que j'espère qu'on va revenir dessus et on insistera parce que Mm. vraiment, c'est un véritable la mauvaise orientation, c'est un véritable fléau dans le supérieur. C'est Ouais. un véritable fléau. Il y a certains qui visent trop haut, il y a certains qui visent trop bas et du coup, ils ne sont pas récompensés par leur suivi, ils font des choses qu'ils n'aiment pas, et voilà. Donc l'orientation, c'est quelque chose vraiment de primordial. Et là aussi, j'insiste beaucoup. Et c'est pourquoi je me suis vraiment mis entre la fin du secondaire et la Mm. première année d'université, le début de l'université. Parce que à travers mon expérience et l'expérience de plein d'autres étudiants, je suis capable de réfléchir avec mes parents et d'étudiants pour l'orienter de la meilleure manière possible. Donc, c'est un aspect très, 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 très important. Un Ah. aspect très, très, très important. En tout cas, merci pour. Enfin, c'était toujours des sujets super longs, donc Oui, oui, on peut je peux discuter en pendant parler. des heures, discuter pendant Exactement, des heures, mais exactement. là, on va arriver à la fin. Et je voulais juste te Ouais, poser une dernière question, Cédric. ouais, Tu as vécu, tu as vécu l'enseignement en Afrique aussi. Et, ouais. et pour toi, quelle serait peut-être la trace ou l'impact que tu aimerais voir en Afrique? Je dis pas que peut-être toi, tu aimerais construire, mais même si c'est que tu n'arrives pas à le construire, que tu aimerais voir, tu vois, dans ton domaine pour l'éducation. Non, ici, vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui vraiment m'a marqué quand je suis arrivé étudier ici en Belgique et je pense que c'est la même chose partout en Europe. C'est que en théorie, nous sommes, nous qui provenons de l'éducation, de l'instruction camerounaise, nous sommes imbattables sur le plan théorique. Mais c'est incroyable.
Les gens, on me demandait, mais vous avez, qu'est-ce que vous avez, quelle est la forme? Sur le plan théorique, nous sommes vraiment au point. Et pour ça, bon, il y a beaucoup de choses qui vont mal dans notre pays. Mais au moins, sur ce plan-là, on peut dire que, voilà, ça au moins, Hmm. ça va. Mais en même temps, c'est aussi un problème. C'est que tout ce qu'on fait de théorique, là, on ne sait pas mettre ça en application. Et ça, Ouais. c'est le véritable problème. Ça, c'est le véritable problème. Et quand il faudra retourner pour construire notre continent, il faudra qu'on mette le savoir en application. Le savoir reste trop à l'état uniquement de savoir en Afrique. Et, et il y a des choses que je ne savais même pas quand j'étais. Il y avait des choses idiotes hein, que je ne savais même pas. Savoir que ce que je porte là, ce sont des lentilles. On voyait des lentilles à l'école, mais on m'avait jamais dit que ce que je porte là, comme les lunettes que je porte là, ce sont des lentilles, machin truc. On m'avait jamais dit ça. Pourtant, je savais déjà faire des calculs dessus. Mais on m'avait pas donné le champ d'application. Hmm. Donc maintenant, moi, ici, l'idée, c'est d'inverser maintenant. Au lieu de commencer par des équations, des Schrödinger, machin, truc, c'est de commencer par l'application. Hmm. Vous savez OK. comment le micro-ondes fonctionne? Il y a des gens qui ne savent rien, qui pensent que tout ce qu'on fait là, c'est juste des trucs comme ça en l'air, en l'air. De commencer vraiment, et c'est comme ça qu'on va construire notre continent, de commencer vraiment par l'application. Et moi, je suis enseignant de physique, je commence tous mes cours par capter l'attention de mes étudiants, par une mise en application concrète de ce qui se passe tous les jours. Il y a des gens qui te disent, ouais, la physique, c'est mystérieux. Je dis, mais que ouais, c'est pas concret. Mais tu sais ce que tu es en train de dire là? C'est une abomination parce que la physique explique tout ce qui est autour de nous. Hmm. Pourquoi est-ce que quand tu es malade, on prend ton pied, on met ça à 30 degrés, on te met un plat? Tu crois que c'est pourquoi? Tu crois on a décidé ça comme ça au hasard? Non. On a fait, donc, on a fait, Hmm. il y a de la statique qu'on applique dessus. Il dit, ah bon, oui, bien sûr, pourquoi est-ce que je prends, parce que comme je suis beaucoup plus avec les étudiants du domaine médical, donc je prends Hmm. beaucoup plus les exemples sur le domaine médical. Pourquoi penses-tu que le cœur là, tu crois que ça fonctionne comment? Le cœur, c'est exactement comme la pompe qui alimente toute la maison. Et quand tu prends ces exemples-là, tu attires direct, même pour l'étudiant qui prend la physique, tu attires direct, Hmm. tu attires directement son attention. Donc vraiment, d'inverser. Parce que dès que tu commences le cours par une équation là, oui, l'équation de Bernoulli, c'est bien beau. On va arriver dessus, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences là, l'équation de Bernoulli, machin truc, C'est clair. directement, il se, il se braque, il dit, mais c'est pas possible, c'est encore qui Bernoulli. Et moi aussi, il y a ça. Et il y a aussi donner l'histoire de ces différents savants. Parce que ça peut inspirer beaucoup d'étudiants. Parler d'eux. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui était, qui était Galilée, qui était Newton, qui était Coulomb, qui était. Et en parlant peut-être de leur vie, en parlant peut-être en me racontant peut-être l'histoire de Hmm. Einstein, ça peut créer une certaine motivation. Donc, parfois, moi, dans mon cours, je prends souvent 10 minutes pour parler un peu de l'histoire de Einstein. Et les gens vont s'apercevoir qu'au départ, c'était pas des premiers de la classe. Hein. Exactement. C'était pas des Exactement. premiers de la classe. C'était des gens ordinaires qui, Archimède, mais quand tu expliques comment Archimède, c'est dans sa salle de bain, il constate que dès qu'il entre dans l'eau, il remplit sa baignoire à bord.
Dès qu'il entre dans l'eau, l'eau qui est dans sa salle de bain, l'eau qui est dans sa baignoire augmente. On lui dit, mais ça augmente de combien? C'était des gens curieux, ça c'est clair. On lui dit, bon, je vais savoir quelle est la quantité d'eau là qui monte même vraiment. Et il remplit sa salle de bain, son truc à rabord, et il entre dans l'eau. Il met des écuelles autour de sa de l'eau, et il recueille tout l'eau qui tombe, et, et il découvre qu'en fait, la masse d'eau qui est tombée correspond à sa masse. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment les deux idées vraiment à mettre en place dans l'éducation. Parce qu'on insiste beaucoup plus sur la théorie, sur les équations, sur les théorèmes, mais sans parler de l'applicabilité et sans parler aussi des hommes qui sont derrière. Les histoires sont ultra passionnantes. Moi, j'ai vraiment pris la peine de relire un peu qui était chacun de ces précurseurs-là, que ce soit les gens, même ceux qui sont modernes, Hmm. Tesla, ceux qui sont modernes, bien sûr. Oh, wow, en tout cas, Donc, merci pour ça. Tu vois, c'est puissant, quoi. franchement, il faudrait vraiment, et ça, certaines personnes qui ne sont peut-être pas intéressées par, mais seulement ces histoires-là, mais il faut savoir l'histoire de Pierre et Marie Curie, il faut savoir, Hmm. par exemple, les histoires. Ce sont des gens au départ qui sont venus de la Pologne. Marie Curie, par exemple, elle a un nom imprononçable. Son véritable nom, elle a un nom imprononçable, là, qui ont fui la guerre en Pologne, qui étaient là, mais, qui ont véritablement commencé leurs études à l'âge de 25 ans. Et quand tu trouves tout ce qu'ils ont sur tous les domaines qu'ils ont touchés, c'est pour dire que voilà. Donc, vraiment, il faudra, et voilà. Donc, j'ai discuté encore avec un grand frère à moi qui me disait, mais ça c'est bien, les Européens ont fait beaucoup de choses, les Occidentaux ont fait beaucoup de choses, mais il faut savoir que les, les- dans la civilisation africaine, les Égyptiens, les Thalès, il faut aussi connaître leurs histoires. Hmm, Ils bien sont sûr. venus ils sont venus en Afrique et il y a plein de gens qui ne le savent pas. J'avoue que je ne me suis pas encore suffisamment documenté par rapport à ça, mais c'est quelque chose que je vais chercher parce qu'il y a énormément de scientifiques africains et je vais même dire noirs africains qui sont totalement méconnus et beaucoup d'occidentaux, d'asiatiques qui sont venus puiser leurs connaissances en Afrique et qui se sont même appropriés certains théorèmes. Le célèbre théorème de Pythagore, on sait tous bien Hmm. que c'est Al-Kashi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, OK. il y a deux notions. Faire un retour en arrière pour créer des vocations et aussi vraiment insister sur l'applicabilité. Insister sur l'applicabilité. C'est pourquoi chez nous, il y a plein de gens qui sortent avec du savoir, mais ils ne savent pas où peuvent intervenir leur savoir. Où peuvent intervenir leur savoir. Et pour moi, ça, c'est véritablement le véritable problème de l'instruction dans nos pays en Afrique. C'est véritablement ça le problème. À Wow. partir du moment, à partir du moment, je pense que les Asiatiques ont vite compris ça. Il y a des pays comme le Nigeria, il y a aussi, au Nigeria, il y a déjà 12 ou 13 écoles technologiques. Donc là, ils sont passés vraiment. Donc, nous, encore au Cameroun, le rythme est encore très lent. On a, on a deux ou trois écoles polytechniques. On a deux ou trois écoles polytechniques et quelques IUT, Institut universitaire de technologie. C'est largement insuffisant. Il OK. faudra vraiment mettre l'accent dessus. Très bien. Ben, merci en tout cas pour ce mot de la fin. Ouais, Effectivement, c'est très puissant ce que tu as dit et effectivement, j'y crois fortement. Merci en tout cas encore pour ta présence, merci pour ton partage. Et ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas. En fait, je vais mettre les liens de Cédric là pour ceux qui sont en Belgique et qui veulent s'assurer que leurs enfants ont les résultats comme il fallait.
Cédric suit, mais je pense que Cédric suit aussi des gens dans d'autres pays parce qu'il fait des choses sur Zoom. Donc, il suit Exactement, plusieurs les cours autres à pays. distance. Et donc, vous pouvez le contacter comme vous voulez. Et moi, je vous dis merci aussi d'avoir écouté. Merci pour ceux qui veulent se passionner pour l'éducation. L'éducation, c'est vraiment un secteur d'impact pour l'Afrique. Il y a énormément de choses à faire dans l'éducation. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans l'éducation. Il y a des startups, il y a beaucoup de choses sous des formes différentes. Donc, c'est un secteur d'avenir pour l'Afrique. Il y a énormément de place à se faire aussi. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés par l'éducation. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci encore, Cédric, pour ton temps. Merci à toi, merci à toi. Merci. Allez, ciao.